Bienvenue à compte complet et c'est la pause du match des étoiles et on sera là pour tracer une espèce de bilan de mi-saison. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. D'abord, Marc, un petit mot sur le concours de coup de circuit qui a été remporté pour une deuxième année consécutive par Pete Alonso. Ce qui a fait jaser, ben, ce sont ses commentaires. Lui qui s'est autoproclamé le frappeur le plus puissant du baseball majeur. Ben, écoute, Alain, ça avait l'air tellement facile. Danser entre ses présences, écoute, avait un contrôle parfait de la situation. Tous les autres frappeurs avaient l'air fatigués, épuisés, manque d'énergie à un moment donné parce que c'est très exigeant. Puis lui, là, écoute, ça avait l'air d'une marche dans le parc un dimanche matin. Mais effectivement, il s'est pas gêné pour dire. Ça m'a fait penser un peu à Ricky Anderson, ça, Alain. Lorsqu'il avait volé le but, puis avait pris le troisième coussin, rappelle-toi, puis il dit aujourd'hui, je suis le plus grand des grands. Là. Bon, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec la confiance. Ça l'en prend. Est-ce qu'il y a un peu d'arrogance? Peut-être. Mais regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est lui seul proclame comme le frappeur le plus puissant. Ben, tant mieux pour lui. Moi, comme je te dis, j'ai aucun Ouais. problème avec ça, même si ça fait jaser. Ouais, au moins, Hank Aaron n'était pas à ses côtés quand il l'a dit. Bon, ou Babe Ruth, bon, contrairement à Ricky Henderson qui avait Lou Brock à côté de lui, c'est peut-être ça qui avait tiqué un peu. Mais, mais il portait le numéro 44, par exemple. Oui, bon, quand même. Ben, on va dire que c'était un hommage. Bon, dans le cas de Pete Alonso. C'est le temps de passer à travers là, chacune des sections. Je pense que c'est de même qu'on va procéder là, pour tracer ce bilan de mi-saison. On va commencer par la section, je pense, qui est la plus suivie par les amateurs de baseball au Québec, c'est-à-dire l'Est de la Ligue américaine. Et je pense qu'on peut commencer par la surprise dans la Ligue américaine cette saison. Les Red Sox de Boston ont commencé la saison à domicile avec 3 cruelles défaites. On s'est fait planter. Il n'y a pas d'autre mot de parler. Orioles de Baltimore, dans le premier week-end, c'était jamais arrivé dans l'histoire des Red Sox de se faire avoir de la sorte en début de saison. Et au moment où on se parle, ils sont premiers, bien installés au sommet de la section Est. Une grosse surprise. Et la surprise vient peut-être du fait que c'est pas qu'on a un rendement si spectaculaire des lanceurs partants, c'est juste qu'on a été capable de les avoir tous les 5 de la première journée à la mi-saison. Il y a des surprises là-dedans, notamment le Canadien Nick Pivetta qui lance peut-être le meilleur baseball de sa carrière. Mais tu sais, Marc, quand on a une stabilité au sein des lanceurs partants, je pense que c'est la clé de la plupart des équipes, sauf peut-être les Rays là, qui fonctionnent avec des ouvreurs dans plusieurs cas. Mais je pense que ce qui explique les succès des Red Sox, c'est le fait qu'on a eu cette stabilité. Belle constance, effectivement, au niveau du monticule et bien appuyé, on va se le dire, par une très Mhm. bonne attaque. Je veux Ouais. dire, Devers connaît une autre bonne saison. JD Martinez, bon, on connaît ses habiletés à produire des points. Bogarts, c'est Bogarts. C'est soudainement d'autres qui ont participé. Verdugo qui est là également. Différentiel quand même fort intéressant de plus Ouais. 57 depuis le début de la saison. Je vais souligner aussi le travail de Alex Cora, le gérant. Tu as parlé de cette première série face aux Orioles. On s'est dit, ouf, la saison va être longue à Boston parce que la Ouais. plupart ont prédit que les Red Sox allaient terminer quatrième dans cette division-là. Mhm. Il y a un déclic qui s'est fait, bien content. Le baseball majeur a besoin des Red Sox dans cette course de cette division Est de la Ligue américaine. Puis là, l'échantillon, Alain, il est assez important pour se dire c'est du sérieux. C'est pas juste là, un bon Ouais. début de saison, c'est pas juste un 2, 3 semaines. C'est vraiment sur le long terme. On joue bien contre des équipes de notre propre division également. Ça rend les choses pas mal plus intéressantes dans cette division-là, au point où ça va peut-être faire paniquer, même paniquer. Le mot là, est peut-être un peu fort, mais regarde ce qui se passe avec les Yankees. Pour sûr que les Yankees voulaient être à 8 matchs de la tête à la pause du match des étoiles. Là. Ben, justement, chez les Yankees de New York, il arrive quoi là, à ce stade-ci? Là? On vient de subir une défaite. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un des revirements de situation cette saison. Dans la Ligue américaine, là, c'est le retour le plus spectaculaire face aux Astros de Houston. On aurait peut-être pu sortir Haroldis Chapman. Il n'était peut-être pas disponible. Là. Bon, visiblement, il n'était pas là pour qu'on ne l'ait pas sorti. Même, il faut souligner que c'est arrivé vite hein, contre Chad Green. 5 frappeurs, 12 lancés, c'était terminé. Remontée de 6 points lors de cette dernière manche. Une remontée à laquelle je pense qu'il faut souligner Abraham Taureau
a participé avec un double. Il y avait un seul retrait lorsqu'on a, on a inscrit ces 6 points-là. On en est où avec Brian Cashman et les Yankees de New York? Écoute, j'aimerais bien ça avoir une réponse précise, mais Mhm, ça m'inquiète un peu, moi, Alain. La dernière fois que les Yankees ont mis un gérant dehors en pleine saison, ça remonte à Bucky Dent, là. Donc, l'histoire nous dit qu'habituellement, on est patient, on tente est-ce qu'on va tenter de. Bon, la date limite des transactions approche à grands pas, c'était la fin du mhm, mois. Par contre, on va chercher quoi comme joueur? On en a des releveurs, là, normalement, chez les Yankees de New mhm. York. Normalement, on devrait frapper un petit peu plus, mais ça fait beaucoup de normalement qu'on dit, puis que c'est pas nécessairement ça qui se Ouais. produit. Je regarde le différentiel des Yankees à la pause du match des étoiles, ça devrait pas être plus un. On est plus un Mhm. seulement, on est tout près d'être dans le négatif. Ça fonctionne pas à ce niveau-là. De voir les Red Sox en tête, moi, je suis convaincu que ça chatouille la direction des Yankees en plus. Mhm. Ça pourrait faire bouger des choses de ce côté-là. On n'acceptera pas, Alain, d'être à 8 matchs de la tête et être même pas parmi les meneurs des équipes repêchées. Euh, Ouais. la plupart disaient que les Yankees allaient gagner. Moi, je m'attends, écoute, je te dirais là, que la première semaine après le retour de la pause du match des étoiles, j'avais dit que la dernière semaine devait être importante. Elle l'a été. Là, on a encore vu une défaite crève-cœur des Yankees alors qu'ils menaient par un. C'est qui parle beaucoup. Ouais. Mhm. Moi, en tout cas, je pense que sans apaiser sur le bouton panique, il va se passer des choses à New York dans les 2 prochaines semaines. Et si ce n'est pas convaincant à la date limite des transactions, on pourrait voir des surprises telles Aaron Ouais. Boone et Brian Cashman. Alain, ça fait longtemps qu'il est là. C'est lui qui a bâti cette équipe. C'est lui qui a bâti l'équipe, faut dire, autour de joueurs semblables. Faut pas se le Mhm. cacher, là, les Yankees peuvent te battre d'une manière, c'est de frapper, frapper, frapper. On ne courra pas les buts. On sait à quel point on était mauvais sur les sentiers cette année. On n'a pas de Ouais. vitesse. On ne peut pas te battre de bien des façons si ce n'est que marquer des points et d'empêcher l'adversaire d'en faire. Là. Ouais, marqué avec les gros bras et la longue balle, là, c'est qui est l'arme principale des Yankees de New York. Et encore une fois, je reviens sur ce fameux frappeur gaucher de puissance qu'on n'a pas. Je pense que ça fait mal un peu, même si on regarde les statistiques, on ne semble pas avoir trop de difficultés, en tout cas pas plus que face au gaucher que face au droitier. N'empêche, la clôture du champ droit fait en sorte que, en tout cas, on n'a pas cette arme. Et le pire là-dedans, c'est qu'on avait peut-être des options qui étaient disponibles. Le nom qui me vient en tête, c'est Carl Schwarber. Si on avait fait un minimum d'efforts pour aller le chercher, on ne serait peut-être pas là chez les Yankees de New York, compte tenu du rendement de Carl Schwarber cette saison. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits chez les Yankees qui n'ont pas été des bons. Ben, écoute, sans dire qu'on a été chanceux en 2019 avec ce que Oui, Urshela avait donné, ce que, bon, toutes ces espèces de réservistes ont donné, on a comme joué cette même carte-là cette année, tu sais, aller chercher oui. Odor. On s'est dit, bon, Odor est dort peut-être au Texas, justement, puis on va le réveiller. Ça n'a pas nécessairement Mhm. été concluant. On a donné le champ gauche à Clint Frazier. Force est d'admettre que ça n'a pas donné les résultats souhaités. Ouais. Il y a Sanchez qui va un petit peu mieux, mais on le savait aussi qu'avec Stanton, c'est des blessures. Ce sont des blessures parfois, parfois non. Alors, il n'a pas joué de façon très constante. Pas facile de gérer une équipe dans ces conditions-là. Mhm. Oui, effectivement. C'est intéressant de voir et une blessure qui fait très, très mal, n'a presque pas lancé cette saison, c'est celle de Zach Britton. On l'a vu encore en fin de semaine. En fait, Ouais. sur cette défaite face aux Astros de Houston, les Yankees menaient par 5 points. Ils avaient la chance d'augmenter leur avance en 9e manche. J'avais 2 coureurs en position de marquer, pas de retrait. On n'a pas augmenté cette avance-là, mais on se disait qu'avec 5 points d'avance, on était correct. Non, on s'est mis à frapper en 9e chez les Astros. Et écoute, à ce moment-là, là, si je parle de chiffres, là, il y avait moins de 1 des chances pour les Astros de revenir de l'arrière quand les Yankees ont placé leurs 2 coureurs sur les buts en 9e manche. Bon, enfin. Euh, Dernière équipe, bon, les Rays, je pense qu'il y a rien qui doit surprendre malgré la perte de Tyler Glasnow, là, surtout qu'il y a des jeunes qui s'en viennent. Les Blue Jays de Toronto. J'ai lu un article en fin de semaine comme quoi les Blue Jays ont une meilleure équipe que leur fiche ne l'indique. Si on regarde le différentiel, c'est vrai. N'empêche qu'il y a des carences en relève qui ont fait très, très mal aux Blue Jays de Toronto cette saison. On a tenté de remédier à la situation. Est-ce que les nouvelles acquisitions en juillet, août et septembre vont aider suffisamment pour permettre à l'équipe de revenir? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser.
Écoute, certes, c'est mieux, et en espérant peut-être le retour aussi de quelques joueurs, de quelques revers blessés, mais c'est quand Mhm. même une équipe à surveiller. Ça va frapper. N'oubliez pas que Springer est encore dans un camp d'entraînement. Simeon connaît une saison remarquable. Je pense pas que Vlad va ralentir. Beau Bichette est très bon. Teoscar Hernandez qui est au match des étoiles. Écoute, Randall Gretschuk connaît parmi sa meilleure saison Mhm. depuis qu'il est dans le baseball majeur. Ça frappe, là. Il n'y a pas de doute là-dessus que ça frappe du côté de Toronto. C'est pour ça que moi, je les trouve quand même assez dangereux. Oui, ils en ont échappé des plates. Ils ont échappé des plates contre des équipes de la division L. Je pense à Mhm. des matchs contre les Red Sox et contre les Rays, entre autres choses. Mais moi, je crois aux chances des Blue Jays, parmi les équipes repêchées, de lutter jusqu'à la fin. J'aime ce que je vois des lanceurs partants. Je sais que Ryu n'a pas été lui-même au cours de ses 5-6 derniers départs. J'ose Mhm. croire que la pause du match des étoiles va l'aider. Mais pour le reste, Ross Stripling, force est d'admettre, Alain, c'est très honnête comme rendement. Steven Matz, Mhm. c'est pas vilain du tout. Il y a des belles choses quand même qui se passent du côté de Toronto. On est, selon moi, capable de causer cette belle surprise en deuxième moitié de saison. En tout cas, si j'étais partisan des Blue Jays, Ouais. je verrais là, cette deuxième moitié d'un très bon œil. Oui, et il y a Manoa qui est venu, je pense, solidifier les 5 partants présentement sont établis. Il s'agit de savoir si on va être capable de garder une certaine constance, surtout du côté de Stripling et du côté de Manoa. Je pense que ça va être le principal défi de ce côté-là. La centrale de la Ligue américaine. Félicitations aux White Sox de Chicago qui sont premiers. Je ne pense pas qu'ils soient inquiétés d'ici la fin de la saison. Écoute, on parlera de lanceurs partants. Ils en ont 4 là, qui sont solides présentement. Il y a Jolito, Rodon, Cease, de même que Dallas Keuchel. Et la relève, écoute, c'était supposé être une des forces. Ça a mal été en début de saison, mais là, on est en train de revenir avec un rendement exceptionnel. Et Eloy Jimenez, vu peut-être même avant la fin du mois, ce qui est de bon augure compte tenu que, bon, il y a Madrigal qui a été blessé, Grandal encore sur la liste des joueurs blessés, Luis Robert aussi. On a survécu à des blessures à des joueurs importants chez les White Sox de Chicago. Je pense que ça peut être dangereux pour les autres équipes. Ben, je pense que tu as raison, Alain. Ce qui est important de souligner, c'est le fait on a passé le test de la profondeur Oui, avec les blessures que tu as mentionnées. oui. Là, on a comme passé au travers. On aurait pu avoir des difficultés à la suite de ces blessures. Mhm, Ça n'a pas été le cas. On a changé pratiquement les trois voltigeurs, puis on est resté quand même au même mhm. rythme. Si on parle quand même d'une fiche de 54-35, un différentiel de plus Ouais, 117, on domine présentement. Donc, mhm. je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres défis en deuxième moitié de saison là, du côté des White Sox, mais on a mis carrément tout le monde derrière. Je dirais même que les Indiens de Cleveland, ça peut être difficile en deuxième moitié en raison des joueurs blessés. Et on sait que les Twins, grande déception cette année dans le Ouais. baseball majeur. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si les Twins, probablement qu'ils sont vendeurs à la date limite, mais à quel point ils vont vendre? Est-ce qu'on liquide? Parce qu'on a quelques vétérans là, du côté des Mhm. Twins du Minnesota. Ça pourrait être une occasion intéressante voir dans quelle direction on veut aller. Mais certes, les White Sox, à moins d'une énorme surprise, devraient filer là, vers le Ouais. premier rang jusqu'à la fin de la saison. Ouais. D'ailleurs, chez les Twins, Larnack, Kirilloff et Rodvelt jouent beaucoup plus souvent depuis quelques semaines. Je pense que c'est un signe déjà là, qu'il y a quelques Ouais. vétérans qui s'en vont vers la sortie. Les Indiens de Cleveland, bon, non seulement ça brasse sur le terrain, il y a beaucoup de blessés. Là, Zach Plesac est revenu. Tristan McKenzie a lancé peut-être son meilleur match de la saison lors de son dernier départ. On en a grandement besoin. Mais je ne sais pas, Marc, il y a des nouvelles qui sont sorties au cours des derniers jours relativement à l'avenir des Indiens à Cleveland. Pourtant, le stade n'est pas si vieux que ça. On parle d'un stade, évidemment, le temps file, là, mais bon, qui date d'une trentaine d'années. Il y a des rumeurs qui font en sorte que les Indiens pourraient aller à Nashville. Le propriétaire a calmé tout le monde, mais ce n'est pas des nouvelles, ça, qui, je te dirais, qui est de nature à aider ce qui se passe même sur le terrain à Cleveland. Non, c'est jamais bon. C'est jamais bon des rumeurs de la sorte. On l'a assez vécu à Montréal, rappelle-toi, Oui. Alain, puis c'est pas facile. Donc, je suis content qu'on ait quand même éteint cette rumeur, mais parce que jamais de fumée sans feu, faut faire Mhm. attention. Ça reste une franchise fragile à quelques égards. On a fait
beaucoup de bonnes choses avec peu, il faut le dire. C'est pas un Mhm. marché qui est énorme. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être une manière de faire un peu bouger les choses. Est-ce qu'on est déçu? Est-ce que c'est un marché qui est tu sais, parce que tu regardes, écoute, on a fait la Série mondiale il n'y a pas si longtemps, là, c'était en Ouais. 2016. Là. Mhm. Bon, mais là, la perte de Lindor, c'est quand même un joueur de franchise, là, on va se le dire. Puis là, Mhm. on le perd parce il coûte trop cher. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé ce que ça a donné là, comme atmosphère du côté des Indiens de Cleveland. Alors, j'aime pas ce que j'entends à ce niveau-là, mais ça se peut aussi que ça soit que des rumeurs, puis qu'on laisse que Mhm. ça puisse tomber ainsi. Là. Oui, il y a le bail du stade qui est à renouveler. Il y a aussi le fait, comme on l'a mentionné, on est allé à Cleveland, Marc. C'est pas une ville de grosse dimension et on se demande même si Cleveland est capable de se permettre 3 gros clubs. Bon, Montréal, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus que. Bon, mais juste pour s'arrêter à Cleveland, il y en a qui se demandent même si économiquement, on est capable d'avoir 3 équipes majeures. Tu as les Browns, évidemment, la NFL occupe beaucoup de place, peu importe où on est. Même si à Saint-Louis, là maintenant, on est capable de faire sans la NFL. Ça, c'est assez clair. Puis on a le basketball. Évidemment, le LeBron James a fait en sorte que les Cavaliers, maintenant, prennent beaucoup de place. Il y en a qui se posent la question de ce côté-là. Donc, si les Indiens de Cleveland sont en danger, Marc, c'est signe qu'il y a peut-être, je sais qu'on en a parlé souvent, peut-être permettre à ces marchés-là d'être plus compétitifs sur une longue période, qu'on force ces équipes-là. Et ça, c'est d'avoir un plancher. Là, on parle de ça. C'est une discussion qu'on va avoir d'ici la fin de la saison, Marc, parce qu'il y a le renouvellement de la convention collective des joueurs qui s'en vient. Ouais, écoute, Alain, ça, c'est un sujet, évidemment, un sujet qu'on va entendre parler souvent au cours des. Mhm. Excusez, là, j'ajuste ma caméra pendant qu'on fait ça. Là. Oh, ouais. Mais ce qu'il faut souligner dans ce dossier-là, Alain, puis là, je m'en vais un petit peu ailleurs, là, mais Mhm. les Blue Jays sont allés jouer à Buffalo. Mhm. Buffalo est un beau marché de baseball. On a vu les assistances sont en forte hausse. Mhm. Évidemment, bon, c'est un stade de 16 000 places. Là. Euh, bon, le projet des expos de Ville-Sœur, est-ce qu'on peut faire marcher une franchise sur 2 villes? Tu comprends, il y a des gens Mhm. Ouais. qui veulent voir, parce que Cleveland est un marché, effectivement, qui pourrait, euh, c'est pas un énorme marché, même si, bon, Ouais. tu l'as mentionné, il y a beaucoup de sport. Donc, ça peut aller de n'importe quel côté, cette affaire-là. Puis je sais que le baseball veut régler ça. C'est pas le Ouais. genre de commentaires ou de choses qu'on veut Ouais. voir dans les médias présentement. Alors, euh, effectivement, la convention collective a le dos large en ce moment. Cette nouvelle Mhm. négociation, Alain, va peut-être permettre effectivement de non seulement de Ouais. bon, au niveau des règlements sur le terrain, mais de s'arranger pour qu'on puisse avoir une flexibilité financière peut-être un peu plus intéressante pour ce Mhm. type de marché-là. Oui. Sur le terrain, les Indiens de Cleveland, Marc, on regarde le classement. Il y a encore quand même des lanceurs importants qui sont blessés, Ouais. particulièrement Shane Bieber. Bon, comme on le mentionnait, Plesac vient de revenir. Ça va aider. C'est Valley toujours sur la liste des joueurs blessés. Je pense qu'on va manquer d'attaque. Moi, j'avais prévu qu'ils en auraient suffisamment quand la saison a commencé. Là, on tente toutes sortes d'expériences. Reyes est revenu, ça va aider. Mercado et Zimmer ont été rappelés. Il va falloir frapper plus que 220 là, chez les voltigeurs. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années là, qu'on a besoin d'aide à l'attaque chez les voltigeurs avec Cleveland. Ah, puis je te dirais que plus que jamais. Moi, Mhm. tu sais, je veux dire, c'était une bonne première moitié de saison avant qu'il y ait quelques blessés des lanceurs, mais Ouais. effectivement, ton attaque, on peut pas penser lutter pour une place en série en frappant ici. Alors, moi, ça m'inquiète du Mhm. côté des Indiens dans cette deuxième moitié de saison. Est-ce que les jeunes peuvent tenir le coup au monticule au point où on reste avec cette attaque anémique? J'en doute. Moi, Mhm. si j'avais à prédire, là, c'est pas nécessairement une deuxième moitié de saison à tout casser pour Cleveland. Dans l'ouest de l'américaine, c'est une lutte à deux pour le sommet qui se dessine entre Oakland et Houston. Je vais donner la première place à Houston. Il n'y a rien qu'on n'a pas. Là. On a des blessés, puis on continue à être compétitif quand même chez les Astros de Houston. Verlander va s'amener éventuellement avec l'équipe. On a de la profondeur. Il y a des bras qui pourraient aider immédiatement, qui ne sont pas avec l'équipe. Je ne dis pas que c'était une équipe pactée, là. Puis, écoute, c'est quelques années seulement après la Série mondiale où on a quand même continué à faire rouler avec un roulement intéressant.
puis on continue d'avoir une belle profondeur chez les Astros de Houston. J'aime beaucoup cette équipe-là. Houston, Chicago en finale de la Ligue américaine, je ne serais pas surpris. C'est dommage pour les A's d'Oakland, oui, que j'aime encore beaucoup. Les A's, s'ils veulent faire partie du quatuor final de la Ligue américaine, devront passer par les équipes repêchées, à mon avis. Ben, écoute, tu as raison de dire que Houston va très bien. C'est une bonne équipe. Mhm. Bon, ça frappe. Tu as parlé évidemment de ce retour dans cette série face aux Yankees. La, la part d'Abraham Taureau. Il y a plein de belles choses. Je suis tout à fait Mhm. d'accord avec toi. Mais j'enlèverais. Je ne sais pas, je ne suis pas capable d'enlever les A's du fait que Ouais. sont. Bon, il y a juste 3 matchs et demi, Alain, qui séparent les deux équipes. Ouais. Je sais que Houston est sur une belle lancée. Mais c'est pas impossible que les A's aussi partent sur une belle lancée et qu'à un moment Ouais. donné, tout ça se resserre. Donc, je suis d'accord que les Astros sont extrêmement dangereux pour amorcer la deuxième moitié de saison, mais je ne suis pas prêt à leur donner le premier rang Ouais. ici, là, en date de la mi-juillet. Mhm. Je veux me donner encore un peu de temps parce que je n'aille pas ce Ouais. que je vois des A's d'Oakland à ce niveau-là. Bon, Matt Olson est au match des étoiles, a participé à la compétition des circuits. Il y a quelque chose encore là, que les A's sont en mesure de faire. Alors, juste faire un petit peu attention avant de peut-être de se lancer là-dedans. Là. Ouais. Ce que les A's ont besoin, dans le fond, c'est un peu plus d'attaque. Et je pense que le gars clé, ça va être Matt Chapman. Si Chapman peut se remettre à frapper un petit peu plus, ça va aider, je pense, l'ensemble de l'équipe. Un petit mot pour finir sur les Mariners de Seattle, parce qu'ils sont dans la course quand on regarde leur fiche. Leur différentiel est largement négatif. On a fait le décompte depuis le début de ce podcast, Marc, et on parle souvent des lanceurs partants. Puis tu regardes les 4 premiers, ça commence à avoir de l'allure. Kikuchi est au match des étoiles. Marco Gonzalez, un lanceur de qualité. Chris Flexen n'a pas de mauvaise saison. Puis tu as un Logan Gilbert qui est arrivé en même temps que Kellenick. Et m'excuse, les réflecteurs n'étaient pas sur Logan Gilbert. Ils étaient sur Kellenick. Il va revenir. Bon, il a retrouvé Ouais. ses repères, semble-t-il, au niveau 3A. Et là, si tu ajoutes Logan Gilbert à ces 3 gars-là, Gilbert qui, en passant, en a fait voir de toutes les couleurs aux Yankees lors de son dernier départ, ça mange un coup sûr. Je me dis, c'est une équipe qui pourrait être plus coriace que le différentiel le laisse savoir. Sauf qu'il faudra mieux jouer, je pense, dans les 2 derniers mois et demi pour tenter de se qualifier pour les séries, malgré leur fiche. Moi, là, ouais, je suis d'accord, Alain, puis je trouve que c'est déjà une belle saison pour Seattle. Si on peut Mhm, poursuivre moindrement dans cette même lignée, on joue quoi, 5 matchs au-dessus de 500, ça paraît du mhm, différentiel qui est assez négatif, on parle de moins 50. Bon, ouais, euh, mais je suis d'accord que c'est une équipe, bon, sans se faufiler en série, on est en train de bâtir quelque chose. On donne de l'expérience à des jeunes joueurs, mhm, on est en train de moi, ce que j'aime, c'est qu'on est en train de tourner le coin pour pas qu'on. Tu sais, mhm, c'est pas une affaire de 5, 6 ans, là. C'est beaucoup plus une affaire ouais. de 1 an ou 2 avant de voir les Mariners enfin revenir et lutter dans cette division-là. Donc, faut être prudent. C'est pas une division facile. On en joue des matchs contre les Astros et les A's Ouais. d'Oakland, mais ça reste que, effectivement, je trouve qu'on est à la bonne direction là, du côté des Mariners. Qu'est-ce qu'on fait avec Carl Seager? Il va être échangé, selon moi. Il a trop de Mhm, valeur présentement. Il y a un manque de voltigeur. Je sais que ce n'est pas un voltigeur, mais tu peux déplacer un joueur de troisième but au champ extérieur. Seager, je serais très surpris qu'il termine la saison avec les Mariners. Compte tenu où que les Mariners sont, les jeunes s'en viennent. On va aller chercher un joueur fort intéressant qui peut amorcer sa carrière dans le baseball majeur rapidement. Seager est encore capable d'en donner. Tu parlais de mhm, frappeur gaucher, tu parlais des Yankees. On entend Max Kepler, on entend des gars comme ouais. Seager. Ce sont des gars qui sont honnêtement capables d'aider une équipe là, dans le dernier droit, là, puis pas à peu près en plus. Bon, dernière équipe, les Angels. Je sais qu'on a réussi à quand même garder la tête bon, sous l'eau, au-dessus de l'eau, dis-je, malgré Ouais. l'absence de Mike Trout. Anthony Rendon est encore sur la liste des joueurs blessés. Tu y crois aux Angels? Je ne sais pas si c'est d'y croire ou c'est un souhait. Mhm, J'ai comme l'impression que ouais. j'ose. Écoute, ils ont bien joué en l'absence de Mike Trout. On va se le dire. Mhm, Lorsque tu joues 2 ou 3 matchs au-dessus de 500, en l'absence du meilleur joueur au monde pendant une longue période, c'est pas rien. Il y a des défis, mais tu sais, ce que Otani a fait depuis le début de l'année, l'énergie qu'il transporte, le retour de Mike Trout, écoute, je ne veux pas les éliminer tout de suite. Euh,
J'aimerais voir Mike Trout dans la série, je m'en suis jamais caché. Là. Des fois, Mhm. je souhaite tellement que les Angels gagnent un peu plus. Mais je sais pas, c'est trop, il y a trop d'impondérables, tu as l'impression, dans cette formation-là. Mais encore une fois, ce qu'Otani peut amener à une équipe, il ne faut pas le négliger. Ouais. Et, écoute, on va espérer que les lanceurs ne tombent pas en morceaux là, chez les Angels. Ça, ce serait peut-être la Ouais. première condition. Que Dylan Bundy lance un peu mieux que ce qu'il a fait au cours de la première moitié de saison, qu'il soit en santé aussi, pas trop malade. Bref, chez les Angels, il y a peut-être quelque chose sur lequel bâtir, mais c'est extrêmement fragile, le compte tenu des blessés, comme je le mentionnais. Randon aussi sur la touche présentement. Il y en a qui ont pris la relève, des Ward, je pense, entre autres, là, qui a été excellent depuis le début de la saison, de même que le receveur Max Stassi. Ligue nationale. Écoute, on va passer un peu de temps sur la section Est de la Ligue nationale. Ça se passe exactement comme prévu, Marc. On avait prévu que ça pourrait être serré entre les 4 premières équipes, mais je pense qu'on pourrait arrêter là, passer à l'autre section pour avoir de l'air fou, parce qu'il n'y a personne qui pensait que ces 4 équipes-là le seraient avec un dossier victoire-défaite. Sinon, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup mieux. Il y a eu de l'inconstance, et quand je parle d'inconstance, je parle des Phillies. Il y a eu des blessés. Les 3 autres équipes ont été fortement affectées, ce qui me fait penser que l'équipe la plus dangereuse au moment où on se parle, ce sont les Phillies de Philadelphie. Écoute, ils ont bien fini la première tranche du Mhm. calendrier avec 7 victoires dans leurs 10 derniers matchs. Je pense que c'est une séquence de 2 victoires. Est-ce qu'on va avoir un gagnant de division avec moins de 90 victoires? C'est pas Ça se peut. impossible dans cette division-là. Ben oui, absolument, dans cette division-là, ce n'est pas impossible. Pourtant, c'est plus la centrale qu'on avait visée comme équipe qui allait peut-être pas avoir de Mhm. champion avec 90 victoires, mais je regarde ce qui se passe dans l'Est. Euh, Ça pourrait fortement arriver. Bon, la perte d'Acuna chez les Braves Oui. fait très, très mal. Les Braves qui situaient quoi? Un match sous la barre des 500, seulement en 4 matchs de la tête. Mais là, tu perds un gros, gros morceau. Tu es déjà sans Ozuna. Ouais. Est-ce que Il la y a perte une fenêtre pour d'Acuna les Mets. est-ce que cette perte-là est fatale pour les Braves? Écoute, ça va être difficile. Ça va être difficile. Oui, hein. Fatal, le mot est peut-être un petit peu fort, mais tu sais, je regarde la saison de Freeman qui est très bonne, mais qui est en deçà de ce qu'il a fait l'an dernier. Mhm. Tu n'as plus Ozuna, tu n'as plus Acuna. Donc là, on parle deux des 4 premiers frappeurs du cœur de la Ah ouais. formation. Ça devient extrêmement difficile à remplacer, surtout qu'il n'y a pas personne d'autre. Là. Je regarde Swanson n'a pas une très grande saison. C'est pas vilain, mais c'est pas ce qu'il est capable de faire. Je ne la sens pas là, du côté des Braves d'Atlanta. Tu as raison de mentionner que les Phillies sont à surveiller. La perte de Schwarber avec les Nationals, ça aussi fait très, très mal. Mhm. Alors, finalement, est-ce qu'on va se retrouver avec une course à 2? C'est pas impossible non plus. Mais les Phillies ont tellement été en dents de scie depuis le début de l'année que j'ai Ouais. un peu de misère à dire est-ce qu'ils sont vraiment partis? Ils ne l'ont pas prouvé encore depuis le début de la saison. Et les Mets, si on peut juste frapper la balle un petit peu plus, on va être en voiture du côté des Mets de New York. Oui. Écoute, chez les Phillies de Philadelphie, en fait, on se fie sur encore le Big Three. Hein, c'est pas mêlant, là. C'est après ça que c'est plus difficile. Je parle d'inconstance. Il n'y a personne qui personnifie davantage la tenue des Phillies que Vince Velasquez fait. Et c'est pas seulement cette année, c'est depuis le début de sa carrière. Spencer Howard a monté de belles choses comme partant, mais si les Phillies doivent bouger, j'ai l'impression que c'est un lanceur partant qu'on pourrait aller chercher pour appuyer Eflin, Nola et Wheeler. Les trois qui, je pense, dans l'ensemble, font le travail. Euh, il ne manque pas grand-chose aux Félix, je pense, pour finalement avoir l'air d'aller puis s'emparer du premier rang. Écoute, ils ont encore un différentiel négatif. Alors, Ouais. oui, ils ont une bonne équipe. Oui, Wheeler fait du bon travail. Des partants qui font. C'est un Aaron Nola qui peut évidemment connaître une deuxième moitié de saison extraordinaire. Mais c'est pour ça que je dis en dents de scie, c'est que tu as Mhm. l'impression qu'on est parti des fois là, sur des séquences où là, tu as l'impression qu'on s'en va en première place puis on ne bougera pas de là. Puis, Ouais. oups, on en échappe 3 ou 4 contre des équipes qu'on ne devrait pas échapper. Donc, Mhm. ça va prendre un peu plus de constance là, en deuxième moitié chez les Phillies. Bon, dans la centrale maintenant, on n'a pas parlé de surprise. La surprise, c'est dans l'Ouest qu'elle se passe, mais dans la centrale, les Brewers de Milwaukee, c'est une équipe qu'on voyait peut-être jouer pour 500. Mais quand on parle d'acquisition de première moitié de saison, est-ce on peut donner la meilleure note aux Brewers avec Willie Adames?
Écoute, c'est un gars que j'aimais beaucoup, moi, avec les Rays. Je sais qu'il ne frappait pas cette année, mais wow, est-ce qu'il est. Tu sais, c'est un joueur très dynamique sur un terrain. J'aime beaucoup Mhm. ce qu'il fait. Bon, évidemment, on savait que les Brewers n'allaient pas accorder beaucoup de points. Ça, c'était, je pense que c'est la seule chose qu'on pouvait dire. Maintenant, où allait aller l'attaque? Est-ce que Yelich allait rebondir? Puis là, soudainement, tu arrives avec un Adamez qui, non seulement fait un travail en défense remarquable, mais là, ajoute de l'énergie en attaque. Il faut dire qu'on a peut-être profité, bon, des lacunes des Cards, des Cubs, mais on a quand même quoi, 53 victoires du côté de Ouais. Milwaukee. Ce n'est pas rien, avec un différentiel qui est fort intéressant. On a perdu nos 3 derniers matchs. Par contre, à la fin, bon, on peut oublier ça puis repartir à 9 après la pause du match des étoiles. Mais honnêtement, là, je suis Craig Counsell. Je suis très confortable dans la situation dans laquelle je me retrouve. On joue bien en défense. Tu as parlé, bon, Adamez qui, dans la ligne du centre, fait un travail remarquable. Son énergie en attaque vient ajouter aussi. Puis tu peux compter, probablement, écoute, honnêtement, là, demain matin, tu as une série 3 de 5, tu affrontes les Brewers, là. Amène-moi les Astros de Houston si tu veux, là. Mhm. Je m'excuse, là, mais n'importe qui va être inquiet de jouer contre les Brewers de Milwaukee, là. Oui, Woodruff, Burns et évidemment Peralta. Les trois sont au match des étoiles. D'ailleurs, de même que Hauser connaît une autre saison exceptionnelle. C'est Exact. remarquable ce que les Brewers ont réussi cette saison. Mais le retour du match des étoiles va être intéressant. Je ne sais pas qui a fait le calendrier, mais on a terminé. Tu as parlé des trois défaites. C'était pas contre la bonne équipe, c'était contre les Reds de Cincinnati. Et là, on recommence avec une série de 3 matchs contre les Reds de Cincinnati. Il ne faudrait pas que cette série de défaites se prolonge trop parce qu'on pourrait donner des idées, je pense, aux Reds de Cincinnati là, en deuxième moitié. Et je regarde les Reds, là, je regarde Joey Votto qui a l'air d'être parti en mission. Winker, évidemment, qui est au match des étoiles. On frappe la balle quand même, les Reds. On en accorde beaucoup trop des points, mais si on Mhm. limite un peu l'adversaire, on pourrait chauffer le derrière des Brewers. Et tu le sais, Alain, parce que tu te mets à jouer de la bonne balle, tu te mets à jouer du baseball de première place, soudainement, tout le monde devient un peu meilleur. Ouais. Donc, les Reds, effectivement, une équipe à surveiller au cours des 2 premières semaines après la pause du match des étoiles. On a fini le balado la semaine passée et je t'ai demandé une question rapide. Là, on va élaborer un peu. Les Cubs de Chicago, je t'ai posé la question directement. Est-ce qu'on est en mode vendeur? C'était un oui définitif. Moins de 3 semaines de la date limite pour effectuer des transactions chez les Cubs. Écoute, c'est un reset solide là, qui s'en vient chez les Cubs. Et ça semble unanime, peu importe ce qu'on lit et ce qu'on voit. Là. Écoute, Alain, comment je dirais ça? C'est malheureux, mais on avait notre Mhm. fenêtre. On a gagné la Série mondiale avec, Mhm. bon, c'est ce noyau de joueurs. Et là, malheureusement, ben, tout ça s'étouffe un peu. On commence à s'éloigner peut-être de l'objectif qu'on avait. Moi, je pense que les Cubs vont garder un des trois, mais il y en a deux qui vont partir. Est-ce qu'on va garder Baez à l'Areco? J'ai l'impression que Rizzo pourrait être celui qui reste compte tenu de son leadership à travers l'équipe. Euh, Chris Bryant, pour moi, il est déjà parti. Mhm. Bryant, ça fait déjà une couple d'années. On sent qu'avec l'organisation, c'est pas parfait. On se rappellera ce qui est arrivé à ses débuts. Il a poursuivi. Bon, tu sais, ça n'a pas Ouais. été rose-rose. Et dans le cas de Baez, ben écoute, ça devient un peu plus difficile parce que, bon, il y a plusieurs joueurs d'Areco, on l'a mentionné souvent, qui s'en viennent de joueurs autonomes. Ouais. Les retraits sur des prises, bon, oui, les circuits, les points produits sont là, mais ça devient de moins en moins à la mode, ce type de joueur qui Ouais. s'élance. Est-ce que les Cubs veulent aller ailleurs avec ça? Je ne serais pas surpris. Ou alors moi, je Mhm. pense que Rizzo, écoutez, c'est vraiment, ça vaut ce que ça vaut, mon opinion, là, mais je pense que Rizzo pourrait rester sans aucun doute, selon moi, Bryant quitte et forte chance que Baez aussi Ouais. ne soit pas retenu, là, évidemment, Mhm. pour signer comme joueur autonome. Donc, on pourrait, si une équipe se montre intéressée, là, le laisser aller à ce niveau-là. Juste un petit mot sur les Pirates de Pittsburgh, parce qu'on a quand même une bonne relève, quelques joueurs qui pourraient être intéressants. Est-ce que là, on pourrait accélérer le processus de reconstruction chez les Pirates de Pittsburgh? Il faut faire attention parce qu'on a quand même un beau noyau. Là. C'est pas des gars nécessairement âgés. Là. Je ne sais pas, moi, si on avait encore des vétérans, euh, qui pouvaient. Les gars comme Rodriguez, le releveur Richard Oui. Rodriguez, bon, il y a 30 ans, ça serait une. Puis c'est clair hein, que les releveurs sont Mhm. en forte demande.
probablement que les Pirates demandent très cher et je les comprends. Ça serait le type de transaction. Mais là, d'aller échanger le noyau de jeunes, évidemment, non, là, on ne touchera pas à Non, ça. non. Je pense qu'on a quelque chose qui s'en vient. Mais Mhm. oui, les gars de 30 ans qui connaissent un peu de succès, c'est clair que s'ils deviennent les premiers de Mhm. liste là, parmi les équipes qui vont acheter. Là. Polanco pourrait faire partie de la liste des joueurs. Ben Si, voilà. je regarde, on a parlé souvent, il y a des équipes qui cherchent des voltigeurs. Est-ce que ça pourrait être une solution pour une de ces équipes-là, Grégory Polanco? Ben écoute, regarde, c'est de l'offre et de la demande. Hein? C'est quoi le prix à Mhm. payer? Mais Oui, moi, si j'ai une équipe, puis, tu sais, Polanco, bon, oui, il a déçu depuis le début de sa carrière. oui, Combien de fois Alain, un changement d'air, a profité un joueur, puis soudainement, il est vraiment devenu le joueur qu'on. Alors, non, mais c'est vrai. oui, Alors, tu sais, si le prix à payer n'est pas trop demandé, hey, moi, je veux dire, je n'hésiterais pas à aller chercher un gars qui a autant de oui. talent, tu sais, puis qui avait un avenir tout à fait extraordinaire, mais ça n'a pas fonctionné comme on le pensait jusqu'ici avec les Pirates. Ouais. Et on termine avec la section ouest de la Ligue nationale. La plus belle histoire du baseball majeur cette saison, c'est probablement celle des Giants de San Francisco. Écoute, c'est une équipe qu'on n'a pas vu venir, mais d'aucune façon. Tous des gars de 30 ans là, qui ont décidé que eux qui sont tous allés dans la fontaine de jouvence en même temps. Et écoute, il y en a, Crawford, Gossman, produisent à un rythme qu'ils n'ont jamais vu depuis le début de leur carrière. Longoria avait une bonne saison. Bref, mettez tout ça. Tout va bien pour Gabe Kapler. Et c'est un nom que je mentionne parce que tantôt, tu as parlé de Cora, mais je pense qu'il faut parler de Gabe Kapler aussi dans le même contexte. Ah, tout à fait, parce que c'est une gang de vétérans. Puis c'est pas toujours nécessairement plus facile à gérer qu'une gang de jeunes qui arrivent, qui sont tout excités dans le Mhm, baseball majeur. Et je pense que Kapler a fait dire aux gars, hey les gars, arrêtez de penser que vous avez tous 34, 35 mhm, ans, ce qui est le cas ou presque, là, entre 33 et mhm, 35 ans pour le noyau. Euh, vous êtes des athlètes, vous êtes en forme. Tu sais, il y a un message qui a bien passé, de toute évidence. Je regarde, mhm. tu as parlé de. Bon, Brandon Belt connaît une bonne saison, Buster Ouais, Posey et Evan Longoria. Tu sais, c'est tous des gars qui ont du vécu, qui ont probablement. Mais tu sais, Crawford connaît la meilleure saison de sa carrière. ouais. Je fais en combiné. Là. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais que lorsque tu te mets à gagner, ben, Mhm, écoute, c'est tellement plus plaisant. Il y a tellement de choses. Il y a la confiance qui vient s'ajouter à ça. Mais écoute, allez, on parle d'un différentiel de plus 116, ouais. 30 victoires à domicile. On est très, très bon à l'étranger. Il n'y a pas de faille actuellement. Les Mhm, vétérans font le travail. Alors, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne seront pas dans la course. Mais, Colin, je regarde ce qui se passe avec les Dodgers et les Padres et je me dis, est-ce que vraiment on va être en mesure de maintenir la première place? J'ai un petit peu de doute qu'on soit capable de le faire du côté des mhm, Giants, mais ça reste qu'on va lutter jusqu'à la fin avec trois équipes dans cette mhm. division-là. Bon, la question que je te pose, bon, les Padres et les Dodgers sont là à peu près où on les avait vus avant que la saison commence. C'est les Giants là, qui se sont invités au Oui. party. La question que je te pose, la façon que ça s'enligne présentement, on regarde ça et les deux équipes repêchées vont venir de la section ouest de la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a une équipe dans la centrale ou dans l'est qui pourrait menacer pour les équipes repêchées? Ou si ça risque de terminer là, 1, 2, 3, les trois équipes dans l'ouest qui vont se qualifier? Moi j'en vois pas, Alain. Tu sais, Mhm. tu sais, je veux dire, j'ai parlé des Reds tantôt, qui est Oui. effectivement, bon, la grosse série pour commencer, mais tu sais, les Reds, en début d'année, on pensait que ça allait être une équipe qui allait jouer près de 500, peut-être 400 matchs au-dessus de 500, ce qui est à peu près ce qui se passe actuellement. C'est à peu près, selon moi, ce qui va arriver en fin de saison. Moi, je vois pas. C'est deux sections, Est et centrale, où je me questionne, est-ce qu'il va y avoir vraiment une équipe qui va en gagner 90? Je ne suis pas Mhm. certain encore. Même si les Brewers en ont 53 victoires actuellement, je vais être un peu patient. Par contre, honnêtement, je pense qu'il pourrait y en avoir trois qui ont 90 victoires dans cette division Ouest. Donc, Ah oui. moi, je ne pense pas qu'il va y avoir de surprise à ce niveau-là. On va retrouver les deux équipes repêchées dans l'Ouest. On va avoir nos meneurs de division et on a probablement déjà une bonne idée du portrait des séries avec le classement actuel. Oui, donc, autrement dit, Central et l'Est, ça va être les meneurs qui vont se qualifier pour les séries. Moi, il y a peut-être les Reds qui pourraient, je pense. Écoute,
pour que les Reds se classent, il faut que les Giants trébuchent. Je ne vois pas les Reds rejoindre les Dodgers et les Padres de San Exact. Diego. S'il y a une équipe qui va trébucher, ce sont les Giants de San Francisco. Et écoute, ça fait plusieurs semaines qu'on les a sur le radar et on se dit, bon, à un moment donné, ça va arrêter, à un moment donné, ça va arrêter. Mais encore une fois, leur personnel de partant est solide. On a fait de belles acquisitions de Stephanie. Alex Wood en donne pas mal plus que ce à quoi on s'attendait, ce qui fait que Johnny Cueto est le quatrième partant de l'équipe, autrement dit. Puis il fait un travail raisonnable comme quatrième partant. Bref, et moi, j'aime ce que Gabe Kapler fait, en fait. Quand on regarde l'alignement des Giants, c'est jamais les 8 joueurs. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'on a une équipe de trentenaires. Il y en a tout le temps Ouais, un qui prend un congé à un moment donné, de sorte exact. que ces gars-là, rendus au mois de septembre, ils vont être encore en mesure de donner leur plein rendement. Moi, c'est ça Ben, avec les Giants que je trouve intéressant cette année. tu as raison. L'utilisation des joueurs semble être une des clés de ces Oui. succès-là. On donne un peu de congé, on a l'impression qu'on maximise ce que les gars de 33, Mhm. 34, 35 nous donnent actuellement. Écoute, Alain, mine de rien, on a la meilleure fiche au cours des 10 derniers matchs. C'est les Giants, ce sont les Giants qui ont la meilleure Ouais. fiche dans cette division-là avec 7 victoires au cours des 10 derniers matchs. Donc, Mhm. moi, j'ai confiance que les Giants vont faire les séries. Je ne suis pas certain qu'ils vont les faire via la Ouais. première place de leur division, mais on va lutter et je serais très, 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 très surpris qu'une autre équipe de la Ligue, d'une Ouais. autre division, se faufile en série comme équipe repêchée. Bon, dernière chose, c'est notre dernier balado avant pratiquement la fin de la période de transaction. Là, j'ai l'impression que ça va bouger. La semaine prochaine, ce sera un spécial olympique. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'actions d'ici le 31 juillet? Je pense que oui, moi, Alain. Là, on commence vraiment à séparer, bon, qui va vendre, qui va acheter, là. Mais c'est certain qu'il y a un marché de releveurs, il y a un marché de voltigeurs actuellement, il y a des demandes pour ce type de joueurs-là. Mais est-ce que des équipes comme les Braves, est-ce qu'on décide d'aller acheter? Il y a encore, tu sais, ma question, c'est est-ce que ces équipes-là croient encore en leur chance avec, tu sais, bon, avec des blessures importantes? Est-ce qu'on va les combler via transaction ou on va se contenter d'aller avec les rangs mineurs puis donner un peu d'expérience, mais en se disant qu'on n'aura pas nécessairement de chance d'aller en série? Ça va devenir important comme réflexion chez certaines équipes parce que ça peut ouvrir le marché et à ce moment-là, avoir pas mal plus d'équipes qui vont vendre certains joueurs. Mhm. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir un marché très, très volubile. Alors, j'ai quand même l'impression que ça peut bouger quand même considérablement, compte tenu du nombre d'équipes là, qui puissent espérer une place Mhm. en série. Twins Cubs, vendeurs probablement, ça pourrait être deux des équipes les plus actives de ce côté-là. Assurément. Oui, Ouais, Twins, Cubs, oui, on a parlé des Pirates. En fait, il y a oui. des équipes qui sont déjà un peu éliminées. Je regarde ce qui se passe avec les Diamondbacks de l'Arizona. On peut aller piger. Ouais, Non, mais tu sais, on peut aller piger dans ouais. ce genre d'équipe-là présentement. Donc, c'est pour ça que je m'attends quand même. Puis le prix à payer ne sera peut-être pas très cher. Tu sais, étant donné que les Bryant et Baez deviennent joueurs autonomes, tu sais, je ne serais peut-être pas obligé de donner un grand prospect pour ces gars-là. D'abord que tu sais, je change quelque Mhm. chose. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que ce marché-là pourrait bouger quand même considérablement. Je regardais les joueurs d'arrêt court. Il pourrait y en avoir de disponibles compte tenu qu'il y en a plusieurs qui deviennent joueurs autonomes. On a vu Trevor Story au concours de coup de circuit. C'en est un qui pourrait changer d'équipe. Correa Oui. ne partira pas. Baez, on verra. Est-ce que les Reds, Carl Farmer, bon, est à l'arrêt court présentement. Est-ce que c'est l'équipe la plus susceptible de bouger de ce côté-là? Ben, écoute, c'est clair que si tu es capable d'aller chercher, on a parlé de Bryant. Oui. Bon, là, je sais que Bryant, les rumeurs l'amènent à peu près n'importe quelle équipe. Là. Mhm. Mais oui, oui, c'est sûr. Oui, on est susceptible de voir ce genre de geste-là Mhm. posé. Si, imagine-toi les Reds, là, dans la première série face aux Brewers, je sais pas, on les balait. On balait les Brewers. Oui. On se retrouve à un match de la tête. Hey, écoute, le téléphone va sonner, puis là, on est acheteur, puis là, si on est capable d'ajouter un Bryant ou un Baez, ou bon, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, tu es capable d'ajouter un joueur de cette trempe-là dans ton équipe soudainement. Euh, tu sais, c'est pour ça que c'est un marché qui va changer beaucoup, j'ai l'impression. Cette première semaine après la pause du match des étoiles, là, lorsque le baseball va recommencer jeudi, vendredi, samedi, là, pour la plupart des équipes. Euh, Ça va être des séries importantes. La première série devient importante à ce niveau-là. Et c'est là qu'on pourrait, encore une fois, là, ça va.
c'est le nombre d'équipes qui vend là, qui va dicter un Mhm. peu comment tout ça va fonctionner. Alors, bon, les Braves, les Reds, il y a bien les équipes. On se Ouais. positionne où dans tout ça, là? Et c'est là qu'on ça va vraiment amener le marché à un autre niveau. Ouais, ce serait intéressant de voir ce qui va suivre. Ben, écoute, Marc, je pense que la première moitié de saison nous a amené son lot de surprises. Est-ce que ça va tenir? On va encore surveiller les Giants et encore les Red Sox de Boston. Et évidemment, ces transactions au cours des 3 prochaines semaines. Écoutez, notre prochain match, c'est le match des étoiles ce mardi. On verra Shohei Ohtani commencer le match. Ce sera fort intéressant. Notre prochain rendez-vous, notre prochain rendez-vous dans le cadre des activités du baseball majeur, c'est dimanche. Et pourquoi pas un match Yankees-Red Sox. Une série de 4 matchs. Si ça balance d'un côté ou de l'autre, autrement dit, si ce n'est pas 2-2, ça pourrait déterminer la suite des choses pour les Yankees de New York. Tout à fait. On vient d'en Oui, parler, la première série. oui. Imagine-toi les Red Sox balaient les Oh Yankees. non, là, c'est fini. Là. Bon, alors, mais à l'inverse, les Yankees balaient les Red Sox. Soudainement, Mhm. les Yankees repartent sur une lancée. Donc, c'est fragile tout ça, mais ça reste que ça peut changer Ouais, très rapidement et positionner une équipe avec ouais. cette date limite des transactions qui approche. Ben, écoute, ce sera intéressant de savoir et ça commence fort comme 2 séries, Yankees, Red Sox. Dimanche, on sera là. Il y a les Brewers contre les Reds de Cincinnati également. La semaine prochaine, on vous invite à être là. Il y aura un petit spécial olympique. On sera à quoi, 24 heures ou à peu près du début du tournoi de softball. Il en sera question, de même que du tournoi de baseball. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous souhaite de passer une bonne semaine de baseball. À très bientôt.